Située dans le sud-ouest du Pacifique, la Nouvelle-Zélande n'est pas seulement une terre de montagne, d'animaux parmi les plus singuliers de la planète et de célèbres terriers de hobbits. Un autre fait étonnant mérite d'être souligné. Elle repose sur un continent dissimulé dont 94% gît sous les flots. En réalité, seule affleure une portion émergée d'une masse engloutie dépassant la moitié de l'Australie en superficie. Or, avec la montée des océans, une interrogation persiste. Faudra-t-il qu'un jour toutes ces créatures remarquables prennent des leçons de natation? La Zélandia est un vaste continent submergé qui s'étend de la Nouvelle-Zélande jusqu'à la Nouvelle-Calédonie. Cette étendue engloutie recèle des montagnes, des vallées et une identité géologique bien distincte. Mais comment qualifier de continent une région sous-marine? Le fait est que l'immersion ne retire pas ce statut, elle le rend simplement moins perceptible. Beaucoup s'imaginent un continent comme une grande étendue où l'on peut poser le pied, mais les géologues ne le définissent pas par ce qui émerge, mais plutôt par la nature même de sa croûte. La majeure partie de la croûte terrestre est océanique, mince, dense et formée de basalte. Les continents, eux, reposent sur une croûte plus épaisse, plus légère et bien plus ancienne. C'est précisément le cas de la Zélandia. Bien que presque entièrement immergée, elle possède le même type de croûte que l'Australie ou l'Amérique du Sud. Elle abrite chaînes de montagnes, bassins sédimentaires, lignes de failles et même des fossiles attestant qu'elle fut jadis couverte de forêts et peuplée d'animaux terrestres. Durant l'ère des dinosaures, elle se trouvait au-dessus du niveau marin et, si aucun squelette de théropode proche du Vélociraptor n'a encore été mis au jour, rien n'exclut que cela arrive. Mais comment cette découverte a-t-elle été rendue possible? La Zélandia se situant pour l'essentiel entre 800 et 2400 mètres sous la surface, il n'était pas envisageable de la dévoiler en drainant les océans. La solution résidait donc dans la technologie. Les chercheurs ont recouru à des satellites capables de détecter de subtiles variations de la gravité terrestre pour révéler ce qui se dissimulait sous les vagues. Et, anecdote intéressante, de tels instruments existent désormais. Ainsi, la mission Grace de la NASA mobilise 2 satellites capables de repérer de faibles changements dans la gravité de la Terre en mesurant l'écart les séparant lorsqu'ils survolent diverses zones. Les chercheurs ont aussi employé le sonar pour dresser en 3 dimensions la carte des reliefs sous-marins. Enfin, le forage en haute mer a livré roches anciennes, sédiments et même fossiles terrestres enfouis sous le plancher océanique, preuve tangible qu'il ne s'agissait pas d'un banal fond marin. Cela dit, toutes ces recherches n'ont pas été réalisées suivant un protocole linéaire. Il aura fallu des décennies de données croisées issues de la Terre, de la mer et de l'espace pour assembler ce puzzle. Au début des années 2000, l'accumulation d'indices devint telle que certains géologues commencèrent à évoquer ouvertement l'hypothèse d'un continent caché. Toutefois, ce n'est qu'en 2017 que la Zélandia fut officiellement proposée comme continent, sur la base de critères géologiques clairement établis. Puis, en 2023, après de longues décennies de relevés et d'analyses, elle devint le premier continent entièrement cartographié, tout en demeurant presque totalement immergée. Mais pour quelle raison a-t-elle sombré? Jadis, l'ensemble des terres émergées formait un seul supercontinent, la Pangée. Il y a environ 200 millions d'années, bien avant notre ère, cette immense masse commença à se morceler. Sa moitié septentrionale donna naissance à la Laurasie, qui regroupait ce qui correspond aujourd'hui à l'Amérique du Nord, à l'Europe et à la majeure partie de l'Asie. La moitié méridionale, le Gondwana, comprenait l'actuelle Amérique du Sud, l'Afrique, l'Antarctique, l'Australie, l'Inde et la Zélandia. Il y a près de 85 millions d'années, cette dernière se détacha du Gondwana. Elle était autrefois rattachée à l'Australie et à l'Antarctique, mais sa séparation amincit et étira sa croûte. Fragilisée, elle devint plus sujette à l'affaissement, un peu comme un morceau de glace qui s'enfonce davantage dans l'eau après s'être détaché d'un bloc plus imposant. Avec le temps, les forces tectoniques, comme le déplacement des plaques et la perte de son appui profond, provoquèrent son enfoncement. Elle ne s'est pas affaissée uniquement par faiblesse, mais parce qu'elle fut entraînée vers le bas par le jeu des plaques terrestres. Sa structure ne lui permettant pas de se maintenir, elle s'est stabilisée plus bas dans le manteau. Aujourd'hui, seules ses crêtes les plus élevées, telles celles de la Nouvelle-Zélande, émergent encore. Songez que, si elle n'avait jamais coulé, Wellington se trouverait à quelques 3000 mètres d'altitude, soit plus haut qu'Aspen, dans le Colorado. La Nouvelle-Zélande est renommée pour sa faune terrestre singulière. Oiseaux inaptes au vol, insectes lumineux, moutons surpassant les humains en nombre. Mais qu'en est-il de son univers sous-marin? Possède-t-il la même originalité? En réalité, oui. Et à vrai dire, il pourrait même se révéler encore plus fascinant.
Les pourtours engloutis de la Zélandia recèlent une vie marine aussi exceptionnelle et isolée que la faune des terres émergées. Des milliers d'espèces y ont évolué presque à l'écart total du reste du monde, dissimulées sur un plateau continental submergé. On pourrait les considérer comme le laboratoire sous-marin secret de la planète, fruit de températures variées et de plus de 50 habitats différents rien que dans les zones côtières. Prenons l'exemple des poissons, certains d'ailleurs très appréciés en cuisine. Environ 300 espèces vivant dans ces eaux sont endémiques. Hors de la Nouvelle-Zélande, vous ne les rencontrerez jamais. Parmi elles, la limande sole, reconnaissable à son corps asymétrique évoquant une crêpe, et à son étrange habitude de s'enfouir presque totalement dans le sable, ne laissant dépasser que ses yeux. Et plus l'on descend en profondeur, plus les choses deviennent étranges. Les versants et canyons sous-marins de Zélandia abritent des créatures qui semblent avoir été conçues lors d'une panne de courant au laboratoire de l'évolution. Le plus marquant est sans doute l'éponge carnivore. Oui, une éponge qui se nourrit de chair. On y trouve également les Peripodidae, qui sont de petites créatures rondes et plates, difficiles à classer dans une famille animale précise. Découvertes fixées à des bois immergés à plus de 800 mètres de profondeur, elles sont si singulières que les scientifiques ont presque envisagé de leur créer une catégorie à part entière au sein des échinodermes. Ce groupe comprend notamment les étoiles de mer, ainsi que les oursins. On trouve aussi la langoustine de Nouvelle-Zélande, crustacée proche du homard, qui aménage ses terriers dans les fonds vaseux. Elle se nourrit de masses gélatineuses, de requins fantômes et de presque tout ce qui croise son chemin. Même les algues présentent ici des formes inédites, bien qu'elles n'aient pas le caractère spectaculaire des éponges prédatrices. À noter également que les zones proches de la Zélandia recèlent des volcans sous-marins encore actifs. Le plus célèbre, Brother Seamount, se situe à environ 340 km au nord-est de la Nouvelle-Zélande. Ce gigantesque édifice volcanique, surmonté d'un cratère, est en perpétuelle ébullition, libérant chaleur et substances chimiques. Son attrait réside notamment dans ses évents hydrothermaux, les fumeurs noirs, qui entretiennent des écosystèmes ne dépendant pas de la lumière du soleil. Ici, des bactéries transforment des composés chimiques, comme le soufre, en énergie grâce à la chimiosynthèse. Elle constitue la base d'une chaîne alimentaire comprenant vers tubicoles et crevettes abyssales, tous adaptés à survivre dans une chaleur intense, une pression extrême et une obscurité totale. Tout cela est inhabituel dans l'océan, où la majorité des espèces dépendent de la photosynthèse et de conditions stables. Le volcan sous-marin Brothers recèle en outre des gisements de cuivre et de zinc, ce qui lui confère une valeur scientifique et potentiellement un intérêt économique. Il va sans dire que la Zélandia revêt une importance majeure pour la communauté scientifique. Elle constitue une fenêtre sur l'histoire géologique et biologique de notre planète, véritable machine à remonter le temps et laboratoire naturel permettant de reconstituer les étapes du passé terrestre. En fin de compte, la Nouvelle-Zélande pourrait-elle, au fil des siècles, se retrouver engloutie par la montée progressive du niveau des mers? Si vous l'imaginez s'effaçant lentement sous les flots à la manière d'une Atlantide moderne, détrompez-vous. Même avec l'élévation actuelle des océans, une submersion totale demeure hautement improbable, y compris dans les scénarios les plus extrêmes. Le sommet le plus élevé du pays, l'Aoraki, culmine à 3724 mètres. Pour que l'océan le recouvre, il faudrait donc que son niveau grimpe de plus de 3 km. À moins que notre planète ne se transforme en un gigantesque ballon d'eau, une telle situation n'a aucune chance de se produire. Mais quid d'un affaissement? La Nouvelle-Zélande pourrait-elle subir le même sort que la Zélandia? Cette dernière s'est enfoncée car sa croûte, mince et étirée, manquait de solidité pour rester émergée. La Nouvelle-Zélande, elle, repose sur l'épine dorsale robuste et surélevée du continent. Mieux encore, les collisions des plaques tectoniques provoquent chaque année une élévation de certaines parties, et ce soulèvement s'accompagne de secousses. La Zélandia se trouve sur des frontières de plaques actives, expliquant la fréquence des séismes et des phénomènes volcaniques. Ainsi, tandis que la Zélandia agit presque entièrement sous les eaux, la Nouvelle-Zélande demeure solidement campée sur ses bases. Le kiwi n'aura donc pas à envisager de prendre des cours de natation de sitôt. Toute cette partie de notre planète a disparu. Autrefois, c'était une plaque tectonique, mais quelque chose d'aussi grand ne disparaît pas sans laisser de traces. Et les indices qui ont mené à sa découverte ont commencé dans ce mystérieux fossé entre la Chine du Sud et une île du nom de Bornéo. Pendant longtemps, les gens ont pensé que la mer entre ces deux endroits reposait sur une plaque tectonique portant le nom d'Izanagi, qui n'existe plus. Mais je m'interroge, comment une plaque tectonique peut-elle disparaître comme ça?
Bien, les plaques tectoniques sont comme des pièces de puzzle, toutes connectées ensemble. Mais au lieu de rester sans bouger sur leur table, elles flottent sur une couche semi-fluide. Ainsi, elles se déplacent et viennent se heurter les unes aux autres constamment. Et il y a autre chose. Certaines pièces de ce puzzle sont plus lourdes que d'autres. Et ce qui se produit, c'est que, de temps en temps, une pièce lourde vient se glisser sous une pièce plus légère. Voilà à peu près comment les choses se passent avec les plaques tectoniques. Sauf qu'il s'agit moins de poids que de densité. Lorsque le bord d'une plaque s'enfonce sous une autre et se voit pousser vers le bas et le manteau planétaire, on appelle cela la subduction. Mais parfois, ce n'est pas seulement le bord qui s'enfonce. Des plaques entières, immenses, ont complètement disparu dans le manteau de la Terre. Et c'est exactement ce qui est arrivé à la plaque Izanagi. Il y a environ 130 millions d'années, elle a commencé à glisser sous la plaque d'Okhotsk, puis elle s'est peu à peu laissée engloutir. Il y a environ 55 millions d'années, elle est complètement passée dessous et a été remplacée par la plaque Pacifique. Pendant des années, les spécialistes ont donc pensé que l'océan entre la Chine et Bornéo reposait sur cette plaque avant qu'elle ne disparaisse. D'accord, mais les experts se trompaient. Il s'est avéré qu'après tout, l'océan entre ces terres ne reposait pas sur cette plaque. Au lieu de cela, il repose au-dessus d'un écart qu'on ne s'explique pas. C'est comme s'il manquait une pièce du puzzle. Récemment, des chercheurs de l'université d'Utrecht ont découvert que cet écart était en réalité une plaque tectonique fantôme dont personne n'avait jamais entendu parler. La plaque de Pontus. Si on l'a nommée ainsi, c'est qu'à l'époque où elle était encore là, elle se trouvait sous l'ancien océan de Pontus. Mais si elle a disparu il y a si longtemps, comment au juste les experts l'ont-ils trouvée? Eh bien, les plaques tectoniques laissent parfois des traces avant de disparaître complètement. Mais au lieu d'enquêter sur des empreintes, dans un cas comme celui-ci, c'est plutôt des roches qu'on examine. Oui, des roches provenant d'une plaque perdue peuvent avoir été intégrées dans des chaînes de montagnes et pourraient nous orienter vers ces anciennes couches terrestres. Les roches, en effet, conservent une trace du champ magnétique de la Terre. Vous savez, ce bouclier invisible qui protège notre planète des menaces venues de l'espace, comme le vent solaire et les rayons cosmiques. Ainsi, lorsque les roches refroidissent et se solidifient, les minéraux magnétiques qu'elles contiennent, comme la magnétite et l'hématite, s'alignent avec le champ magnétique et se verrouillent, en quelque sorte. Et dans le processus, ils prennent un instantané de la direction et de l'intensité du champ magnétique. Celui-ci change en fonction de la latitude, en gros, selon qu'ils se trouvent plus au nord ou au sud de la planète, ce qui permet aux roches d'enregistrer leur position d'origine par rapport à l'équateur. Sachant cela, les chercheurs se sont rendus à Bornéo pour y collecter et étudier les roches. Et ils ont découvert quelque chose de bien étrange. À l'origine, elles provenaient d'une région située bien plus au nord. Leurs coordonnées anciennes ne correspondaient pas à la latitude attendue pour Izanagi. En fait, elles ne correspondaient à aucune des plaques tectoniques que nous connaissions jusqu'alors. Ils ont donc rapidement réalisé deux choses. Premièrement, ils venaient de découvrir un écart très bizarre. Deuxièmement, il devait y avoir une plaque tectonique cachée, fantôme, qui se trouvait autrefois à cet endroit. Pour percer le mystère, les scientifiques ont utilisé des modèles informatiques. Ils ont étudié la géologie de la région au cours des 160 derniers millions d'années. Grâce à leur travail, ils ont pu reconstituer l'ensemble de la plaque de Pontus dans toute sa splendeur. L'étape suivante consistait à déterminer les caractéristiques clés de cette partie de notre planète qui avait été submergée, par exemple, son âge. Vous voyez, les échantillons de roches collectés à Bornéo datent de 135 millions d'années, une époque où les dinosaures régnaient encore en maître. Avec cette information, les scientifiques ont pu comprendre que la plaque de Pontus s'était formée il y a au moins 160 millions d'années, mais elle est probablement encore plus ancienne que cela. Bien qu'il soit difficile de déterminer exactement la date de sa formation, une chose est sûre. Elle était énorme. La plaque de Pontus faisait environ un quart de l'océan Pacifique. Malheureusement, il y a environ 20 millions d'années, elle a fait ses adieux à la planète, s'enfonçant complètement sous la plaque australienne au sud et vers la Chine au nord. À ce stade, vous vous demandez peut-être si quelques roches et une reconstruction informatique peuvent suffire à prouver que la plaque de Pontus a vraiment existé. Eh bien, la réponse est oui. Mais d'autres indices ont été retrouvés à Palawan.
un archipel situé à l'ouest des Philippines et dans la mer de Chine méridionale. La vérité, c'est que la communauté scientifique soupçonne l'existence de Pontus depuis plus de 10 ans. À l'époque, les chercheurs se concentraient sur la région des Philippines. Cette zone est une sorte de terrain de jeu pour les géologues, car elle se trouve à l'intersection de plusieurs systèmes de plaques tectoniques. Les scientifiques ont donc décidé de reconstituer les mouvements de la croûte terrestre entre le Japon et la Nouvelle-Zélande. Et leurs travaux ont suggéré qu'il devait y avoir une zone de subduction traversant cet espace, entre les plaques bien connues du Pacifique, à l'est, et la plaque hypothétique de Pontus, à l'ouest. Cette découverte fut possible car les plaques tectoniques ne savent pas vraiment jouer à cache-cache. Comme nous l'avons mentionné, avant de se voir submergées, elles laissent toutes sortes d'indices. Et il ne s'agit pas seulement de roches. Elles peuvent également modifier le manteau terrestre, ce qui conduit à la formation de volcans, à des tremblements de terre, à la création de fosses océaniques profondes, par exemple. Mais le processus de subduction peut aussi venir perturber la composition et la température du manteau, réchauffant ou refroidissant certaines zones. On considère alors cela comme une anomalie. Il est possible de détecter ce genre d'anomalie à l'aide de sismographes, des instruments capables d'écouter les tremblements de terre et d'enregistrer le mouvement du sol. Lorsqu'un tremblement de terre se produit, il émet des ondulations, des vagues, à travers la Terre. Ces ondes voyagent à travers les couches de la planète. Mais si elles viennent heurter quelque chose d'inhabituel, comme un ancien morceau de plaque tectonique caché dans le manteau, elles sont perturbées. C'est comme quand on roule sur une bosse sur une route lisse. Cela perturbe le voyage. Utiliser des sismomètres normaux pour rechercher des anomalies, d'accord, cela peut nous aider à trouver des indices sur le passé de la Terre. Mais les choses se compliquent beaucoup si les scientifiques veulent obtenir des images de ce qui se passe réellement sous la surface. Non seulement les images des sismomètres ont une faible résolution, mais le processus est également extrêmement coûteux. Mais récemment, des experts ont découvert une technique de pointe qui pourrait complètement changer notre regard sur les profondeurs de la Terre. C'est un peu comme une échographie. Les scientifiques peuvent désormais observer ce qui se passe à des kilomètres sous nos pieds. Plus précisément, dans une région située entre la croûte terrestre et le manteau qui se trouve au-dessous, connu sous le nom de MOO. Cette nouvelle méthode porte le nom de détection acoustique distribuée, ou DAS. Elle utilise des câbles à fibre optique, les mêmes qui nous fournissent l'Internet à haut débit, comme capteurs de séisme. Voici comment cela fonctionne. Des faisceaux laser sont envoyés à travers les câbles, et lorsque le sol bouge, que ce soit à cause d'un séisme, de la circulation ou d'autres vibrations, la secousse modifie la manière dont le laser se déplace à l'intérieur des câbles. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que nous pouvons désormais mesurer ces changements tout au long du câble. Ainsi, c'est comme s'il y avait des centaines de petits détecteurs de séisme étalés sur une vaste région. Cette nouvelle technologie peut par exemple nous dire si des failles majeures s'enfoncent jusqu'au manteau, comment les processus anciens et modernes ont façonné les continents, et quelle est la résistance de la croûte profonde dans certaines régions. En d'autres termes, le DAS est un instrument révolutionnaire qui pourrait nous permettre de découvrir de nouveaux indices sur les plaques tectoniques cachées et anciennes. Petite question, combien de continents la Terre compte-t-elle réellement? 6, comme on l'enseigne généralement? Ou peut-être 5? Il n'existe pas de consensus. Selon les critères adoptés, les estimations oscillent entre 4 et 7. Or, certains chercheurs avancent désormais qu'un 8e continent aurait été récemment repéré, situé entre le Groenland et le Canada. Cette découverte pourrait également éclairer les mécanismes à l'origine des microcontinents. Que révèle cette trouvaille? Et pourquoi cette Terre immergée retient-elle tant l'attention? Si vous raisonnez comme moi, auquel cas nous serions au moins 2, l'idée de continent évoque sans doute des étendues terrestres telles que l'Europe ou l'Afrique, des régions émergées et habitées. Pourtant, en sciences de la Terre, cette notion ne dépend nullement du niveau marin. Ce qui la fonde, c'est la nature même des roches. La croûte terrestre se divise en 2 grandes catégories, la croûte continentale et la croûte océanique. La croûte continentale est plus épaisse, moins dense et constituée de roches comme le granit, tandis que la croûte océanique est plus fine, plus lourde et formée principalement de basalte volcanique. La formation repérée sous le détroit de Davis, entre le Groenland et le Canada, semble correspondre à une portion de croûte continentale enfouie sous l'océan. Les scientifiques la qualifient de proto-microcontinent.
Elle aurait commencé à se détacher d'une masse plus vaste, plusieurs millions d'années auparavant, sans jamais parachever sa séparation. Tandis que les plaques tectoniques se déformaient lentement, la croûte s'est fracturée. Un segment s'est mis à dériver, mais, pour une raison ou pour une autre, le processus s'est interrompu. Ce bloc n'a donc ni dérivé comme un continent à part entière, ni coulé comme l'aurait fait une croûte océanique. Il demeure sous les vagues, figé à mi-chemin. Cela le distingue des microcontinents à part entière, tels que la Zélandia, qui se sont totalement détachés et forment aujourd'hui des blocs tectoniques indépendants. Situé près de la Nouvelle-Zélande, la Zélandia est un microcontinent submergé dont environ 94% de la surface se trouve sous l'océan. Mais comme elle est constituée de croûte continentale, nombre de géologues estiment qu'elle mérite le statut de 8e continent terrestre. Pourtant, le cas de Zélandia reste controversé, car sa superficie semble trop vaste pour qu'on la considère comme un simple microcontinent, et il n'existe aucune instance internationale apte à trancher officiellement. Nul organisme équivalent à l'ONU ou à un Conseil géologique mondial ne peut décréter qu'il s'agit là d'un nouveau continent. À l'inverse de Zélandia, Madagascar, qui émerge entièrement au-dessus du niveau marin, constitue un exemple classique de microcontinent unanimement reconnu. Vous vous demandez sans doute, Madagascar n'est-elle pas simplement une île? La vérité, c'est qu'elle est les deux. Elle constitue la 4e plus grande île du globe, entièrement entourée d'eau. Pourtant, sur le plan géologique, elle est considérée comme un microcontinent. Détachée du supercontinent de Gondwana, il y a environ 88 millions d'années, elle est composée de croûte continentale et non océanique. Contrairement aux îles volcaniques, telles qu'Hawaï, formées par la lave, Madagascar est un fragment ancien de croûte continentale. Elle réunit donc les deux critères, île géographique et microcontinent géologique. Et c'est précisément ce qui rend ces découvertes captivantes. À l'image de Madagascar qui s'élève au-dessus des flots, cette nouvelle terre cachée sous le détroit de Davis se démarque sous la mer grâce à sa structure étonnamment atypique. Ce qui la rend singulière, c'est son exceptionnelle épaisseur. Là où la majorité du plancher océanique est fine comme du métal, cette formation s'apparente plutôt à une couche dense d'argile mêlée à des éléments continentaux. Sous cette couche protectrice, semblable à une couette épaisse, les chercheurs ont mis au jour d'étranges strates rocheuses, intrigantes car elles ne devraient pas se trouver à cet endroit. Ces formations ressemblent davantage à celles qu'on rencontre sur les continents qu'à celles observées dans les fonds marins. On y décèle des signes de structure proches du granit et des propriétés magnétiques particulières, ce qui suggère une parenté frappante avec les matériaux typiques de la terre ferme. Ces dimensions aussi sont frappantes. Ce proto-microcontinent mesure entre 19 et 24 km de large, soit à peu près la superficie d'une ville moyenne. Imaginez Manhattan, mais à près de 2000 mètres sous la mer. Le fait qu'il repose directement sous le détroit de Davis, l'un des plus vastes passages océaniques au monde. En fait, l'un des fragments de croûte continentale immergés les plus étendus découverts jusqu'ici. D'après les scientifiques, cette masse terrestre aurait commencé à se former entre 58 et 49 millions d'années auparavant, alors que le Groenland et le Canada dérivaient lentement l'un de l'autre. Peut-être avait-il simplement besoin de souffler. Ça arrive à tout le monde. En s'éloignant, la croûte sous le détroit de Davis s'est étirée, provoquant le déplacement d'une faille majeure. Mais la séparation resta inachevée. Il y a environ 48 millions d'années, le processus de création de failles s'est interrompu et le Groenland a brusquement ralenti son éloignement lorsqu'il est venu heurter l'île d'Ellesmere. C'est un peu comme si un véhicule se déportait sur l'autoroute avant de revenir sur sa voie, sans jamais achever sa sortie. C'est exactement ce qui s'est produit. Une portion de terre s'est retrouvée prise au piège entre deux mouvements tectoniques. Elle n'a pas dérivé pour former de nouveaux continents, ni été aspirée vers les profondeurs. Elle est simplement demeurée sur place, prisonnière des eaux. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce fragment de croûte terrestre possède son propre réseau de failles. Selon les chercheurs, il rappelle à petite échelle la célèbre faille de San Andreas en Californie. Une faille est une fracture dans la croûte terrestre, où des masses rocheuses glissent les unes contre les autres. On peut l'imaginer comme une zone où la surface terrestre s'est fendue en essayant de glisser sur le côté. En Californie, ce déplacement est toujours en cours, provoquant parfois des séismes. Mais sous le détroit de Davis, le scénario est différent. Le mouvement a commencé, puis s'est brusquement figé, comme si l'on avait suspendu le temps au cœur d'un bouleversement géologique. Il s'agit là d'un instant figé dans l'histoire de la Terre, conservé intact sous les flots. Pour les géologues, cela confère une importance capitale au microcontinent du détroit de Davis. Cette immobilisation soudaine permet de mieux comprendre pourquoi certains fragments de croûte se détachent aisément, tandis que d'autres se déforment, s'arrêtent ou disparaissent. Et cela ne concerne pas que la recherche théorique.
En étudiant ces processus, les scientifiques peuvent mieux anticiper les futurs mouvements terrestres, l'évolution des failles, ainsi que les risques sismiques à venir, ce qui pourrait s'avérer utile à tous. Comprendre comment naissent les microcontinents pourrait nous aider à prévoir les grandes transformations de la surface terrestre sur plusieurs millions d'années, avec des répercussions allant des modèles climatiques à la répartition des ressources. Mais au-delà de ces enjeux, les progrès techniques nécessaires à de telles découvertes représentent déjà une avancée majeure. Les outils utilisés pour cartographier ce territoire englouti servent également à l'exploration pétrolière, à la pose de câbles sous-marins, au suivi climatique ou encore aux opérations de secours. Pendant longtemps, cette terre dissimulée près du Groenland est demeurée invisible. Il y a à peine une quinzaine d'années, les profondeurs du détroit de Davis restaient largement méconnues. Froides, profondes et inhospitalières, elles figuraient parmi les zones les plus difficiles à sonder. Aujourd'hui, grâce aux avancées technologiques, la découverte de ce continent englouti semble imminente. Les scientifiques sont enfin en mesure de voir et d'entendre ce qui se passe sous ces eaux glacées. Pour cela, ils ont d'abord recours à l'imagerie par réflexion sismique, une technique consistant à envoyer des ondes sonores vers le fond marin, puis à enregistrer les échos renvoyés. Chaque couche rocheuse réagit différemment, ce qui permet de reconstituer une image souterraine. Le principe s'apparente à celui des chauves-souris, qui se déplacent dans l'obscurité grâce aux échos. Les satellites ont aussi leur rôle à jouer. Ils collectent des données gravitationnelles. Cela peut sembler étonnant, mais les roches, selon leur nature, n'ont pas toutes la même densité. Les plus massives exercent une attraction plus forte, que les satellites savent détecter avec une grande précision. Autre outil essentiel, les capteurs sous-marins. Posés au fond de l'océan, ils écoutent dans les vibrations naturelles, comme les secousses sismiques ou les déplacements de roches. Ces signaux aident les chercheurs à évaluer la composition de la croûte terrestre ainsi que son épaisseur. On les compare volontiers à des oreilles immergées, attentives à chaque frémissement des profondeurs. Il est très probable que des véhicules sous-marins autonomes, ou AUV, aient aussi été employés. Ces robots sont capables de cartographier le relief sous-marin avec une précision remarquable, même sous une épaisse couche de glace. L'enthousiasme des chercheurs est palpable, car l'enjeu dépasse la simple découverte géologique. Ce territoire inconnu constitue un véritable laboratoire naturel. L'analyse du microcontinent du détroit de Davis constitue une occasion précieuse d'approfondir notre compréhension des mécanismes qui président à la formation, à l'évolution, voire à l'incomplète séparation des microcontinents. Elle rappelle aussi que la croûte terrestre n'est pas aussi nettement divisée qu'on le croyait. Sous l'océan, d'autres terres cachées, près du Groenland ou ailleurs, pourraient exister des quasi-continents attendant d'être découverts. Ce continent englouti, qui n'a peut-être jamais accédé au statut de continent véritable, modifie néanmoins notre perception des dynamiques tectoniques. Grâce aux technologies de pointe désormais disponibles, des régions jadis négligées livrent de peu à peu des indices sur les âges anciens de la Terre, et peut-être aussi sur ce que nous réserve son avenir.